Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'OGC Nice sort par la toute petite porte de Conference League, élimination en quart de finale retour face au FC Bâle à la maison à l'Alliance Riviera au terme d'une prolongation, on va dire, anxiogène et déprimante. Vous l'avez vécu forcément devant votre télé ou vous faites partie des 30 000 un peu moins malchanceux qui étaient au stade ce jeudi soir, vous l'avez vécu en direct. Une nouvelle désillusion dans une année noire pour l'OGC Nice du mois de mai 2022. Avec cette défaite au Stade de France à du coup cette soirée d'avril 2023, c'est vraiment compliqué. Sachez que voilà, on a rarement eu une émission thérapie autant réclamée et dont on a eu autant besoin peut-être. Voilà, ça sera très clairement la thématique de l'émission. La sulfateuse et les couteaux sont prêts pour mes chroniqueurs du jour. Et d'ailleurs, on va les accueillir tout de suite. Les pauvres, ils ont réservé leur place pour cette émission en espérant fêter une qualification historique pour les demi-finales européennes. C'est raté, ils vont devoir parler de la nouvelle disaster class de Nicolas Pepe, mais pas que lui, rassurez-vous. Il y a beaucoup de dossiers à ouvrir. On accueille tout d'abord Jérémy. Jérémy, bienvenue. Merci d'être là. Merci de ne pas t'être décommandé et défilé au dernier moment. Je ne te demande pas comment ça va, mais merci d'être là. Salut Sky, salut à tous. Ouais, ça va pas très bien, je pense, comme tous les supporters niçois, mais bon, on répond présent contrairement à d'autres. Exactement, toujours fidèle. Ben, pour nous, la saison est peut-être aussi terminée sportivement, mais il y aura bien entendu, j'en profite de vous le dire, hein, des émissions pour analyser les rencontres jusqu'à la fin du championnat de Ligue 1. Alors, vous nous excuserez si elles sont plus courtes et un peu moins passionnées maintenant qu'il n'y a plus d'enjeu, mais elles auront le mérite d'être là. Il est également avec nous pour parler de la rencontre hier face au FC Bâle, c'est Bertigno. Bertigno, merci d'être avec nous et bon courage également pour cette émission en notre compagnie. Ouais, salut à tous. Et puis, j'aurais préféré débriefer une qualification. En ce moment, il y a pas beaucoup de positifs pour le GC Nice depuis quelques mois. Donc, bon, on va faire avec. On va essayer d'être objectif et raisonné, même si c'est pas facile. Voilà, tu l'as dit, l'objectif aujourd'hui, ça va être objectif et raisonné. On essaye d'habitude de trouver un peu de positif et ce sur quoi on peut s'appuyer pour la suite de la saison et de la construction du club. Là, honnêtement, on va peut-être avoir du mal à en trouver. On va commencer peut-être un peu à se projeter malgré tout sur la saison suivante, puisque c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui, forcément comme enjeu. Mais bon, on reviendra dans une large émission bilan. On fera peut-être plusieurs émissions sur l'effectif, sur le mercato, tout ça au mois de juin quand la saison sera terminée. Mais bon, commençons déjà par cette rencontre hier. L'OGC Nice qui avait fait un match nul de partout, qui était déjà à moitié décevant au match aller, mais qui lui permettait de garder toutes ses chances de qualification au retour à la maison. L'OGC Nice qui a ouvert le score assez tôt dans la rencontre en rentrant mieux dans le match qu'au match aller. Et puis après, patatras, tout s'est éclaté en toute fin de match. D'abord avec l'égalisation baloise de Jean-Kévin Augustin et puis ce but en prolongation après quelques opportunités ratées pour les Niçois. On va pas se refaire le scénario du match, mais si on l'a déjà vécu une fois et voilà, c'était atroce, hein, tout simplement. Mais déjà, on va partir peut-être sur votre sentiment globalement après cette soirée. J'imagine qu'il est négatif, mais à quel point de déception, de frustration et de colère vous êtes si on doit comparer ça, par exemple, ne serait-ce qu'au Stade de France l'année dernière, et puis de toute manière à tous les événements que l'OGC Nice a connus cette saison, et on peut même dire peut-être plus largement depuis l'arrivée d'Ineos à la tête de notre club. Je pense que le résultat d'hier soir est aussi un petit peu, enfin la déception est augmentée par la lassitude, je pense, des derniers mois. En tout cas, pour ma part, j'avais lu un tweet qui disent que ce que je ressens en fait, c'est que la déception est pas forcément plus grande que pour la Coupe de France. Par contre, la colère l'est beaucoup plus. C'est notre ami Étant Abricot qui a donné, tweeté ça ce voilà, matin, on le salue. j'ai trouvé ça très juste et il a vraiment mis les mots sur ce que je pensais et ce que je ressens depuis hier soir. Je suis très très en colère par rapport à certains joueurs, par rapport aux choix qui ont été faits hier soir et par rapport aux attitudes, notamment dans le dernier quart d'heure d'un match aussi important pour une saison. Moi, en tout cas, c'est vrai que je pense que voilà, c'est une accumulation de beaucoup de choses ces derniers temps, ces derniers mois, après autant de matchs vraiment très mauvais de la part de notre équipe cette saison. Moi, j'ai été très patient, j'estime. On a essayé dans l'émission notamment souvent de trouver des excuses, de trouver des circonstances atténuantes. Là, j'en ai assez. Pour moi, il n'y a plus d'excuses pour certains joueurs, il n'y a plus d'excuses pour certains comportements, et j'en ai tout simplement assez de voir ça.
et j'en ai tout simplement assez d'être déçu. Donc bien sûr, hein, je reste supporter, je resterai derrière le club. Malheureusement, si on Par avait le contre choix, ça là, fait longtemps qu'on serait voilà. tiré, mais Par contre, là, j'avoue qu'hier soir, j'ai rarement ressenti une telle colère, surtout pour un match de foot. J'ai même encore, ce soir, je suis encore très énervé alors que ça fait une journée, parce que je suis allé au match avec mon père hier soir pour son anniversaire, pour une possible demi-finale de Coupe d'Europe. Voir certains comportements en fin de match alors qu'on est là, on les soutient. Le public a été vraiment au rendez-vous, on a tous été là, on a vraiment chanté, on était avec eux. Voir certaines choses, c'est pour moi un manque de respect envers le public et envers le club, donc ça me dérange, on en reparlera après. Voilà, donc c'est très lassant depuis qu'il y a ce projet Neos, on attend plus. Je trouve quand même que dans l'ensemble on est bien loti, hein, on joue pas le maintien chaque saison, mais on attend quand même plus, surtout en termes de cohésion et surtout en termes de jeu et d'envie sur le terrain. On ne voit que trop peu ou trop épisodiquement pendant les matchs. Parce que typiquement hier, on a une très bonne première mi-temps, la seconde mi-temps était très moyenne et la fin de seconde mi-temps et les prolongations étaient catastrophiques. C'était du grand n'importe quoi. Voilà, moi je suis très, très déçu comme très souvent ces dernières années. Et voilà, je pense qu'hier, vraiment, c'est avec la Coupe de France, c'est vraiment ma plus grosse déception sportive, tout sport confondu. Bertino, la colère, hein, on l'entend, est peut-être plus impressionnante que pour le Stade de France parce qu'il y a cette accumulation depuis un an, hein, vraiment. On est quasiment à un an jour pour jour de cette journée au Stade de France et on a connu bien des déceptions et des événements entre-temps. Jérémy l'a dit, c'est l'accumulation vraiment là qui commence à faire beaucoup avec un climat autour du club sur lequel on va pas revenir mais qui est particulièrement anxiogène et on sent bien que là entre supporters niçois, que ce soit envers le club, entre supporters, avec les joueurs, enfin il y a quelque chose qui est vraiment arrivé, c'est même plus une fin de cycle comme on a pu la connaître par le passé, mais là on sent qu'il y a clairement un ressort qui s'est cassé et il y aura un avant et un après Nice-Bâle et en tout cas un avant et un après cette saison. Ouais, c'est très clair, hein, mais c'est voilà, quand tu vois les objectifs qui ont été fixés par Ineos, les ambitions qui ont été affichées en conférence de presse ces dernières années, et là, c'est encore une fois un coup de massue pour le projet et pour nous en tant que supporters. Je pense que en tant que supporters, nous, on a toujours tout donné, même s'il y a eu des difficultés, on est toujours derrière l'équipe. Et c'est vrai que là, depuis un an, globalement, on vit déception en déception, donc c'est vraiment très compliqué, c'est très frustrant. Et j'espère vraiment que ça va changer un petit peu à l'avenir parce que c'est vraiment compliqué de prendre du plaisir dans ces moments-là. Et voilà, c'est beaucoup de déception, de frustration. Peut-être pas autant que lors de la finale de la Coupe de France l'année dernière, puisque c'était quand même une finale, que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu un moment comme ça. Mais voilà, là, tu tombes sur une équipe de balle qui n'est pas impressionnante, qui est largement à ton niveau. Et on se tire une balle dans le pied tout seul, en fait. Hein, et voilà, on déjoue totalement, et on se fait éliminer, on sort par la petite porte. Et c'est vraiment triste pour nous, les supporters, et pour le projet. Avant de parler du projet, de l'impact sur l'avenir de l'OGC Nice, de cette élimination en quart de finale de Coupe d'Europe, c'était voilà, le premier quart de finale depuis 1960 et la fameuse double confrontation face au Real Madrid en C1, un quart de finale qui était peut-être un peu inespéré quand on se souvient du parcours en poule de l'OGC Nice et puis plus globalement de la saison en championnat des Aiglons. On y arrive malgré tout avec un parcours assez facile, cette double confrontation face au Sheriff Tiraspol, un tirage assez favorable face au FC Bâle. On en parlait avec notre invité Baptiste quand on vous a un peu présenté l'adversaire et lui qui est connaisseur du championnat de Suisse et qui vit en Suisse disait qu'on était largement favori et une meilleure équipe. Je pense que sur la double confrontation, en plus, on a pu constater que Bâle, c'était quand même faible, ou en tout cas limité, pour ne pas leur manquer de respect. Il manquerait plus que ça, hein, vu qu'ils nous ont sortis de la compétition. Mais voilà, vraiment la déception, c'est de se dire pas que tu es tombé en quart de finale de Coupe d'Europe parce que ça, à la limite, pourquoi pas, mais que tu tombes face à un adversaire qui, en fait, ne t'a jamais vraiment mis en danger, qui n'a jamais été supérieur à ton équipe et contre qui tu aurais dû très largement passer.
Perdre en demi-finale face à la Fiorentina, ça aurait peut-être été autre chose. Au-delà du tour supplémentaire, tu aurais perdu face à une équipe d'un autre standing. Mais voilà, on va pas parler du FC Bâle aujourd'hui, on va peut-être essayer de se concentrer sur l'OGC Nice et je vous propose de revenir sur la rencontre hier. Ça durera peut-être pas très longtemps et on passera peut-être rapidement à la suite et à ce que ça implique sur la saison et sur les choix que Ineos doit opérer d'urgence l'été prochain. Didier Digard avait décidé de renouveler sa confiance à une défense à 5 derrière avec Youssouf Todibo Danté en charnière centrale, Melvin Barr et Antoine Mendy sur les côtés, un milieu de terrain classique, Ramsey Boudaoui Thuram et une attaque classique également, Laborde Mofi. Alors on va parler un peu de tout ça, hein, du coup du choix des joueurs et du système tactique, mais l'OGC Nice se présentait face au FC Bâle, alors toujours avec les mêmes blessés, malheureusement pas de retour de Sofiane Diop, de Youssef Attal, de Jordan Lotomba par exemple, donc forcément diminué par rapport au potentiel intrinsèque de son effectif, mais l'OGC Nice a aligné l'équipe qui était, on suppose, la plus compétitive possible. Je pense que sur le 11, on peut chipoter sur le système tactique, mais globalement sur le choix des hommes, il n'y avait pas grand-chose de plus à dire. D'ailleurs, le début de match a été assez bon. Avant de parler de ce qui n'a pas convenu, parlons peut-être déjà de ce choix-là. On a beaucoup critiqué ces dernières semaines cette défense à 3. C'était peut-être le bon choix vu la faiblesse de nos latéraux ces derniers temps, surtout que c'était les bons hommes, on va dire, en charnière centrale. Todibo Danté et bien sûr Youssouf dans ce rôle hybride. C'était un peu plus convaincant que quand c'est Ayoub Abramoui qui a dû s'y coller. Pour vous, voilà, le choix d'une défense à 3, c'était pas forcément une défense, une composition d'équipe très défensive. Ça pouvait s'expliquer par les profils des joueurs. Et on a vu en début de match que on n'a pas attendu forcément cette équipe suisse pour autant. Ouais, je pense que le choix du système à 5 défenseurs, c'était intéressant et globalement, avec les joueurs à disposition, il n'y avait pas beaucoup d'autres options non plus. Je pense que globalement, ça nous a donné un équilibre assez certain en première mi-temps, parce qu'on n'a pas tant souffert que ça sur le plan défensif. Offensivement, on se crée quelques situations. Après, voilà, dans la construction du jeu, ça manque encore cruellement d'automatisme, de prise de risque individuelle. Ce qui Il y a n'arrivera moyen de pas faire beaucoup. spontanément au mois d'avril. On est d'accord que de toute façon, là, c'était Non, foutu pour cette saison, côté c'est ça, automatisme. exactement. Mais voilà, c'est dommage d'avoir cet équilibre, cette qualité dans l'effectif et de proposer un jeu au final sans prise de risque. Il y a pas de frisson, c'est assez scolaire comme partition. Et je trouve ça dommage parce que en face, tu avais quand même la place pour leur poser des problèmes, pour mettre l'intensité suffisante et créer les brèches dans leur défense. Donc non, le système de base est plutôt bon. Et après, on a vu que quand il y a eu les changements qui ont été effectués, là tout de suite, la tendance, elle s'est vite inversée dans ce match. Ouais, patatras. Le choix initial, Jérémy, de Didier Digard de cette défense à 5, à 3, ça c'est comme vous souhaitez l'appeler. C'était aussi pour répondre aux problèmes qu'on a pu connaître au match aller sur les côtés, et notamment Dan Ndoye qui nous avait fait beaucoup de mal. Là, entre la performance de Melvin Barr, qui a été somme toute correcte, en tout cas défensivement, et ce défenseur central en plus, au final, on a été moins mis en danger sur les côtés qu'au match aller au Parc Saint-Jacques. Ça partait plutôt d'une bonne idée, en tout cas. Ça a su colmater le principal problème du match aller. Oui, le 11 de départ, de toute façon, était assez logique parce que d'une part, voilà, c'était la plupart des joueurs qui avaient pu souffler dimanche. Et de toute façon, c'est le 11 de départ avec les joueurs du moment. Donc, non, le 11 de départ était bon et le choix tactique me paraissait très bon aussi, surtout il fallait essayer de contenir les deux attaquants, Amdouni et Zekiri devant, qui ont quand même tous les deux été très bons, je trouve, qui étaient vraiment au-dessus du reste de leur équipe, j'ai trouvé. Donc non, le choix de l'équipe titulaire a été très bon, justement. Juste avant les changements, même si on faisait pas une très très bonne seconde mi-temps, on a vu qu'on maîtrisait quand même le match. Et même si on avait moins de facilité dans nos circuits de passe, moins de facilité à se créer des occasions, on gérait le match, on n'était pas forcément en danger. Parce que par exemple, même si Barr et Mendy n'ont pas fait un match incroyable, ils ont fait leur match. Il y a eu des petites erreurs par-ci par-là, mais ils étaient là dans l'engagement, dans l'envie. Ils ont fait leur travail.
Et justement, quand ils sont sortis, on a vu tout de suite la catastrophe que ça a été après, ensuite derrière, et le déséquilibre que ça a provoqué dans l'équipe. Donc non, le 11 de départ était cohérent je trouve que dans l'ensemble, à part deux ou trois joueurs, surtout en première mi-temps, ils ont tous fait le travail, notamment avec un excellent Gaëtan Laborde et un excellent Hicham Boudaoui, qui ont fait un match exceptionnel tous les deux. Non, après voilà, le 11 de départ était cohérent. On a vu que normalement on aurait dû passer parce qu'on était quand même, on était meilleur que cette équipe de balle qui était quand même cohérente, qui a fait ce qu'il fallait, mais que l'on aurait dû battre hier Aller-retour. soir, quoi. Voilà, tout Et simplement. au match aller également, hein, où tu te prends ce but dans les 10 dernières minutes. Tu les as cités spontanément, Jérémy. On va demander l'avis de Bertigno là-dessus, mais très clairement, les deux meilleurs niçois, selon moi, je te rejoins hier, et peut-être les deux qui ont vraiment été au niveau de l'événement et de la rencontre, c'est Hicham Boudaoui et Gaëtan Laborde. Hicham Boudaoui qui, du coup, depuis qu'il a retrouvé son poste au milieu de terrain, est vraiment indispensable, hein. Il a quand même permis à Aaron Ramsey, à Kefren Turam de se projeter, d'apporter un peu plus sereinement le surnombre. Bon, Kefren Turam n'a pas tout bien fait, malheureusement. Aaron Ramsey a apporté des solutions et a peut-être manqué un peu de justesse technique à certains moments. Il a aussi eu un sacré coup d'œil, notamment sur l'ouverture du score de l'OGC Nice, naturellement, mais c'est peut-être encore une des rares satisfactions, ce milieu de terrain, sur lesquels on peut peut-être capitaliser pour l'année prochaine, en tout cas au moins pour deux de ces trois membres. Et Gaëtan Laborde, pour moi, qui va peut-être prétendre même doucement au titre d'aiglon de la saison, au moment où il va falloir se poser la question, parce que encore un but qui aurait pu être décisif pour la qualification de l'OGC Nice, et surtout que ce soit au moment où l'OGC Nice allait bien en début de rencontre et jusqu'à la toute dernière minute de la prolongation. Un investissement et un abattage exemplaire pour Gaëtan Laborde. Vraiment, il n'a pas tout réussi, notamment cette tête qui aurait pu du coup nous permettre de reprendre l'avantage, mais voilà, à aucun moment on a envie d'en vouloir à un joueur qui a tout donné et qui voilà, a été exemplaire sous nos couleurs depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice. Bertino, du coup, voilà, Laborde Boudaoui, c'est l'évidence. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être à rajouter sur ce qui a été réussi malgré tout dans cette catastrophe? Je suis assez d'accord, c'est vrai que Boudaoui, bon, on est habitué, mais dans son rôle et dans l'équilibre qu'il peut amener à cette équipe, il est primordial. Et franchement, c'est un super joueur. Bon, il fait quelques petites erreurs de concentration sur des contrôles, sur des prises de balles, mais voilà, il t'amène cette stabilité qui permet aux autres de se libérer un peu plus. Donc, encore une fois, une bonne partition. Et puis pour Gaëtan Laborde, c'est un comportement exemplaire. C'est peut-être pas le joueur avec le plus de qualité footballistiquement parlant, pas le plus sexy à avoir joué, mais voilà, c'est un joueur sur qui tu peux compter, qui va savoir répondre présent dans l'intensité, dans l'envie, dans l'engagement. Et vraiment, hier, il a fait un très bon match. On a rien à lui reprocher. C'est vrai qu'en début de saison, j'avais un peu de mal avec lui parce que je le trouvais plutôt maladroit. Mais voilà, il a jamais baissé la tête, il a toujours gardé confiance et puis progressivement, il s'est imposé comme un leader de cette équipe. Donc merci à lui déjà d'avoir été à ce niveau-là et si les autres avaient pu s'en inspirer, ça aurait été une bonne chose. Après, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangé aussi tactiquement, c'est que quand tu joues en 3-5-2, offensivement, normalement, tu essayes d'avoir de la densité au milieu de terrain avec du monde entre les lignes pour libérer tes côtés. Et là, on l'a pas du tout fait. Il y avait Thuram et Ramsey qui dézonnaient beaucoup sur les côtés et au final, on n'avait personne dans l'axe pour combiner, pour créer des décalages. Donc, Est-ce que le problème tu penses que c'était une consigne de Didier Dillard, ou est-ce que le problème ne vient pas aussi de deux latéraux qui ont beaucoup de difficultés à monter, à gérer l'espace dans leur dos et même à apporter quelque chose offensivement vu leur qualité de centre? pour moi, c'est ça aussi, c'est une question de profil, c'est que Melvin Barr et Antoine Mendy, offensivement, c'est assez limité. Il n'y a pas de prise de risque en un contre un. En termes de course, c'est aussi en volume de course et d'activité, c'est assez limité. Donc forcément, ça pousse un petit peu les milieux à dézonner, à venir apporter ça sur le côté et ça te pénalise dans l'axe. C'est dommage parce que je pense que sur ce match, avec un Lotomba à Hmm. droite, ça aurait pu déjà être un peu mieux. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Mais dans ce match, il y a pas grand-chose que je trouve de positif non plus, hein. On a joué sans être extrêmement dangereux pour l'adversaire, sans trouver des circuits de passe très intéressants.
Donc une prestation assez neutre au final. Prestation assez neutre, marquée par un petit manque de réussite aussi devant le but, mais on y viendra. Je pense qu'on a balayé ce qui était positif, donc ça y est, on peut sortir les machettes et autres objets tranchants. L'OGC Nice qui était à peu près dans le match, même si, comme le disait aussi Jérémy en tout début d'émission, la deuxième période n'a pas quand même été de très bonne facture. Jusqu'à notamment ce triple changement de Didier Digard à la 72e minute, et très clairement en tribune hier, je sais pas vous devant votre télé, mais en tribune c'était l'unanimité absolue. Didier Digard tue le match tout simplement à la 72e minute, il n'y a pas d'autre match, triple changement. Terem Moffi, auteur d'un match assez intéressant en tout cas dans ce qu'il pouvait utiliser pour peser sur les défenses et dans son apport dans le jeu collectif, remplacé par Nicolas Pepe. Melvin Barr, toujours limité au niveau de son apport offensif et dans les duels, mais assez rugueux, qui au final ne s'est jamais vraiment trop fait dépasser par Dan Ndoye, remplacé par Ayoub Amraoui, et Antoine Mendy qui avait peut-être du mal à apporter offensivement, à prendre son couloir, remplacé par Pablo Rosario. Je vais pas vous faire un dessin, et à partir de là, patatras, l'OGC Nice explose, des côtés qui se transforment en autoroute, puisque que ce soit Amraoui ou Rosario, encore moins capable d'apporter offensivement que Barre et Mendy, mais l'OGC Nice devient aussi au passage complètement friable défensivement. L'OGC Nice implose en multipliant les fautes, même si l'arbitre néerlandais, on le rappelle, n'a pas franchement aidé avec sa prestation en hachant le jeu et en mettant une certaine quantité de cartons jaunes aux joueurs niçois. Je crois qu'on termine avec 6 cartons jaunes, peut-être un peu plus. Ouais, 6 cartons jaunes. Je suis pas sûr que le match a été aussi violent, mais bon, bref, passons. L'entrée de Nicolas Pepe également à la place de Terem Moffi, qui du coup a permis à l'OGC Nice de jouer à 10. Avant de passer individuellement sur ces joueurs-là, l'explication tactique, il n'y en a malheureusement aucune. Didier Digard, en conférence de presse, s'en justifie en disant qu'il craignait des problèmes physiques, notamment de ses joueurs. Bizarre, après avoir fait quand même un turnover en balançant le championnat avec ce match face à Brest. Au final, tu as Aaron Ramsey qui a été complètement bouilli, qui lui reste 120 minutes sur la pelouse. Vraiment l'incompréhension totale par rapport au choix du technicien niçois, ce qui fait qu'on a quand même bien du mal à ne pas se dire qu'avec Mendy et Barr jusqu'à la 90e minute sur le terrain, on passait sûrement en l'emportant 1-0. Ouais, mais moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce choix de Didier Digard. Comme tu dis, contre Brest, tu alignes une équipe bis, voire pire, pour reposer tes cadres. Et puis là, tu sors presque deux des meilleurs joueurs rapidement, à savoir Boudaoui et Terem Moffi. J'ai pas compris, si tu reposes tes cadres contre Brest, est-ce que physiquement, au bout de 70 minutes, le match qui suit, ils sont tous cramés? Alors, soit on a un problème dans la préparation physique, soit il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais j'ai vraiment pas compris. Ça a totalement déstabilisé l'équipe, l'équilibre qu'avait cette équipe-là. Et puis on l'a payé cash. Directement, la tendance. Mince. Directement, la tendance, elle s'est inversée. Et puis on a commencé à subir de plus en plus de contres. Et puis au niveau des entrants, que ce soit Rosario ou Pepe, tu peux rentrer et être limité techniquement ou physiquement, mais par contre, dans l'engagement, je trouve ça scandaleux l'attitude qu'ils ont affichée hier. C'était juste pas digne d'un joueur qui se bat pour une qualification de son équipe en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc sur ça, je leur en veux énormément parce que ça a pénalisé l'équipe. Le but, qui a égalisateur qui arrive dans le quart d'heure, qui suit ce triple changement. Tu parlais de comportement et effectivement on va en parler. On va parler des entrants. Ayoub Amraoui, je pense qu'on peut l'évacuer assez rapidement puisque ça n'a pas été bon, mais en même temps c'est un joueur de la réserve nationale 3 qui en plus était mis au placard pendant un mois, qui revient là avec du temps de jeu dans des échéances importantes. C'est difficile de lui en vouloir, mais on constate une nouvelle fois que Melvin Barr
malgré tous les défauts qu'il peut avoir, et effectivement c'est un joueur qui est, je pense, limité pour nos ambitions, et ben il a encore mis tous ses concurrents cette saison sur le banc, parce que en fait tu peux, à part peut-être Jordan Lotomba quand il est apte, et qu'il y a quelqu'un d'autre aligné à droite, et ben tu n'as tout simplement pas de meilleur latéral gauche que lui dans l'effectif, et on l'a constaté amèrement hier, dès qu'il est sorti, ça a plongé, et Dan Ndoye s'est régalé à nouveau sur son côté droit. Mais par exemple à droite, un joueur comme Pablo Rosario qui rentre alors qu'il n'apporte rien de plus que Antoine Mendy. Je vais peut-être un peu m'avancer sur la saison suivante, mais deux choses sur Pablo Rosario. Premièrement, je sais pas qui au club se drogue en imaginant qu'il peut faire office de latéral droit, mais il faut tout de suite arrêter et écarter cette personne, parce que bon, c'était déjà une mauvaise idée dès le début, et en plus de ça, c'est quelque chose qui se répète de plus en plus. Donc maintenant, la mode des milieux défensifs recyclé latéral droit, c'était peut-être bien avec Raymond Domenech dans les années 2000, mais bon, le foot a un peu évolué, et le poste avec. Et puis globalement, Pablo Rosario en fait n'apporte plus aucune garantie à aucun des postes auxquels il a pu évoluer. Ce n'est pas nul, mais en fait tu te rends compte qu'un match sur deux, quel que soit le poste auquel tu l'alignes, y compris au milieu de terrain, là où il est censé être le plus à l'aise, et ben en fait tu n'es pas à l'abri d'une catastrophe. Donc merci pour les travaux, Pablo, mais j'ai du mal à voir en fait sa place dans un futur effectif ambitieux de l'OGC Nice, si même en tant que couteau suisse, au final, il ne te rend même pas le minimum de service. C'est ça, hein, de toute façon, c'est à l'image des entrants. Bon, après, pour parler plus de Rosario, d'abord des changements en eux-mêmes, moi, quand en fait il y a eu ces trois changements, je me suis dit il faut absolument qu'on tienne parce que sinon on perd. Je le sentais pas. Pour moi, sortir Mofi aussitôt dans le match alors qu'il a joué qu'une mi-temps à Brest, c'est du grand n'importe quoi. Il avait pas l'air fatigué. Alors peut-être qu'il a dû sortir, je sais pas, mais je comprends pas ce choix. Tu sais que tu as besoin d'un joueur comme ça dans la surface, peut-être en fin de match pour te débloquer une situation. Ou en Par son contre, quand il y a un face-à-face avec le gardien à Voilà. négocier, par exemple. Oui, voilà, par exemple, on va y revenir. Mais du coup, ouais, il peut, par sa densité physique, par son pressing qu'il a fait avec la board, il gênait beaucoup les défenseurs de balles. Quand il est sorti, vraiment, j'ai pas compris. Le choix Amraoui, Barre, pourquoi pas. Barre avait déjà un jaune, mais bon, ok. Par contre, Rosario, piston droit, je comprends pas. Mendy avait pas l'air fatigué. Il montait pas énormément, il avait un peu de mal. Par contre, défensivement, il n'était pas pris à défaut. Et il communiquait très bien avec Youssouf sur la droite. Donc moi, le choix de Rosario, c'était incompréhensible de le mettre dans cette position-là parce qu'il était totalement perdu. Totalement perdu. À chaque fois, Youssouf essayait de l'aider à se replacer. Et par contre, ce que je peux pas accepter, c'est que c'est un joueur que j'ai quand même assez défendu aussi. Mais je veux dire, hier, ok, t'es en difficulté. Par contre, il faut essayer de se concentrer un minimum à un moment donné. Tu rentres un quart d'heure en quart de finale de Coupe d'Europe, t'es pas concentré. Au pire, tu mets des flèches, tu te prends un carton jaune, au pire, tu découpes voilà. le type, mais bon. Mais il y a justement, Nice Matin a dit, je crois, ils l'ont mis 2 sur 10. Il a dit un festival de passes ratées, mais il est rentré à un moment donné. Il y avait des passes à 2 mètres qu'il n'arrivait pas à faire. À un moment donné, on est parti en contre. Ils étaient 4, ils étaient 2. Oui, il y avait Pépé et lui. Il y avait un défenseur. Entre ce défenseur quand même, c'est énorme. Donc voilà, Rosario c'était catastrophique. Bon, Pépé, on va en parler après je pense, mais voilà, moi c'est pas possible. Tu rentres un quart d'heure comme ça, tu dois tout donner, tu dois te battre, et au pire, si tu te sens pas à l'aise, reste un peu derrière et essaye de compenser et de vraiment pas prendre de risques. Là, à chaque fois, il laissait un boulevard derrière. Et bon, Youssouf a essayé de compenser, mais à la fin, il commençait à être fatigué aussi. Donc voilà, ça a complètement déséquilibré l'équipe. Et je pense que voilà, Pablo Rosario, malheureusement, bon, il a fait quelques bonnes entrées, mais c'est trop moyen ces dernières semaines et ça suffit. Disons que, en tout cas, c'est mon avis, et je vais interroger Bertigno là-dessus avant de passer à Nicolas Pepe. Mais en fait, Pablo Rosario, c'est peut-être pas qu'il est mauvais, encore que bon, après le match d'hier, c'est compliqué de dire ça. Mais en fait, aujourd'hui, comme j'ai essayé de le dire, je sais pas si c'était assez clair pour illustrer mon propos, mais tu as du mal à voir sa place en fait dans l'effectif, parce qu'au milieu de terrain, tu as déjà ton milieu qui est fourni, et en plus de ça, à son poste, ça va être Hicham Boudaoui, et puis tu vois pas ce qu'il va pouvoir apporter plus haut sur le milieu de terrain,
et tu as des joueurs plus jeunes avec plus de potentiel. Je pense notamment avec Alexis Beka qui mérite peut-être du temps de jeu après ce qu'on a vu ces dernières semaines. Au poste de latéral droit, c'est un grand nom. Au poste de défenseur central, on a vu que Youssouf s'en sort beaucoup mieux. Tu as Mattia Vitti en stock, même si on ne connaît pas son avenir pour la saison prochaine. Mais en fait, la place et les perspectives de temps de jeu de Pablo Rosario par rapport au peu de certitude et de garantie qu'il apporte. Oui, il a fait des bons matchs, mais il en a fait au moins autant de mauvais. Pour moi, tu es un peu dans une impasse avec lui. Tu peux le garder dans la rotation pour qu'il vienne boucher un trou de temps en temps, mais je pense que ça serait un manque d'ambition et de sécurisation du projet de l'OGC Nice de compter sur un joueur qui va jouer là où il y a de la place quand il faut et pour lequel tu vas trembler des genoux quand tu vas le voir remplacer qui que ce soit. Ouais, bah, je suis assez d'accord. C'est un, c'est un joueur qui est assez limité techniquement avec le ballon. Il apporte très peu au milieu de terrain ou même quand là il a joué piston droit. Aujourd'hui, bon, je crois qu'il a 27 ou 28 ans, quelque chose comme ça. Marge de progression limitée. Je ne le vois pas faire des progrès monstrueux d'ici les prochains mois. Tu ne l'as pas payé Donc très oui, cher, donc du coup recouper une indemnité de transfert, c'est pas impossible. voilà, bon, c'est un joueur, voilà, tu vas partir sur un nouveau cycle bah, dès la fin de saison. Je pense que la question, elle peut se poser pour presque les 2 tiers de Mm. l'effectif aujourd'hui, sur est-ce que oui, je reste ou est-ce que non, je ne reste pas. Pour Rosario, clairement, je l'imagine bien partir cet été. Si Ghisolfi arrive à nous sortir de son chapeau un profil un peu plus jeune, un peu plus prometteur, on va dire, et à modeler, à créer, à faire progresser sur 2, 3 saisons. Je pense que c'est sur ça qu'on doit partir, et pas qu'à ce poste-là, pas qu'avec Rosario, mais globalement pour l'ensemble de l'effectif. On pense notamment à Youssouf, hein, qui a la polyvalence peut-être et qui est déjà là, en plus de ça, qui a montré des bonnes choses et qui pourrait servir de couteau suisse entre la défense centrale et le milieu de terrain. Bertino, je te propose de garder la main sur Nicolas Pepe. Alors bien sûr, c'est lui qui cristallise déjà quand même pas mal les tensions depuis un mois et son retour de blessure, mais hier, on a atteint, je pense, un point de non-retour, cette occasion manquée, ce face-à-face qui est négocié de la pire façon possible, hein, 10 mètres d'avance, il arrive à se faire rattraper par le défenseur balois. Et, finalement, il décide même pas de frapper, mais de tenter un crochet. Du coup, il arrive à s'empaler au milieu du deuxième défenseur qui revient. Enfin voilà, un cirque complet dans la gestion de cette occasion, mais qui, de toute façon, on en a déjà parlé, toi et moi, que ce soit sur Twitter ou dans cette émission, on sait qu'il y a une certaine qu'il dégage une certaine nonchalance, mais pour moi hier on a passé ça vraiment sur le terrain, on l'a vu marcher tout le long. Moi j'ai vraiment je vais faire une comparaison peut-être un peu osée, tu vas me dire, et Jérémy aussi, ce que vous en pensez. Moi aujourd'hui quand je vois Nicolas Pepe sur la pelouse, j'ai l'impression de voir Mario Balotelli de la 3e saison, quand en fait très clairement il voulait nous montrer qu'il n'en avait plus rien à foutre d'être là, et vraiment dans le langage corporel, dans l'absence de course, dans son placement, dans son comportement avec ses coéquipiers. Pour moi, ça suinte un joueur qui n'a pas envie d'être là, et à la limite un joueur qui a envie de nous emmerder en plus, vraiment. C'est assez étonnant comme impression, et c'est parfaitement horripilant. Je sais pas ce que tu en penses, et de toute façon, au-delà de ce sentiment qui est personnel, sur sa performance hier, qui est peut-être la pire depuis son arrivée à l'OGC Nice. Ouais, mais moi, Nicolas Pepe, je l'ai beaucoup défendu, hein, sur Twitter et même ici dans cette émission, parce que pour moi, c'est un joueur qui a quand même d'énormes qualités de base. En termes de technicité, de vision du jeu, il a quelque chose normalement au-dessus du reste de l'effectif. Et puis qui, Ça devait rappelons-le, être a été le principal atout offensif sur la première partie de saison. Il a quand même fait des choses aussi à l'OGC Nice. C'était pas parfait, mais il y a 8 buts marqués cette saison quand même. C'est quand même le joueur qui devait être ton leader offensif, ton leader technique devant. Et puis voilà, il y a eu cette blessure, et là, retour de blessure très compliqué, que ce soit physiquement, que ce soit en termes de confiance. On sent qu'il n'a pas cette confiance en lui pour être très tueur dans les 30 derniers mètres, que ce soit dans ses prises de balles ou ses tirs. Et puis là, bah, sa rentrée d'hier, c'est juste une catastrophe en termes d'engagement et en termes d'envie de jouer. Alors je sais pas si physiquement il était à 100%, sûrement pas, mais dans ce cas-là, si tu te sens pas à 100%, tu laisses ta place
et tu fais comprendre au coach qu'un petit Buonanni qui a du feu dans les jambes ferait mieux que toi physiquement au minimum. Même Mais Bilal ça Brahimi, rentrait. hein, qui a été en réussite en Oui, Conference pareil. League. Mais voilà, sa rentrée est catastrophique dans l'envie, catastrophique dans les choix. On l'a très peu trouvé, des contrôles ratés, des passes presque tout en arrière, j'ai envie de dire. Et puis voilà, comme tu l'as dit, cette action où il part et qu'il a peut-être 15 mètres d'avance sur son défenseur, qui ralentit pour l'attendre et tenter le crochet au lieu de frapper et d'aller marquer ce but. C'était extrêmement frustrant et là j'ai vraiment du mal à digérer cette entrée-là. Parce que voilà, là, ça nous a un petit peu tué le match. Vraiment, on aurait dû faire mieux, il aurait dû faire mieux. Et là, je pense qu'il a un petit peu signé la fin de son aventure à Nice. Je vois mal nos dirigeants reconduire l'aventure avec lui une saison supplémentaire au minimum. Jérémy, de la performance, non-performance, d'ailleurs peut-être plus adaptée, de Nicolas Pepe hier, je sais que ça t'a beaucoup énervé, sans trahir un secret. Tu vas pouvoir sortir la sulfateuse comme tu y tenais. Et puis, puisque Bertigno a commencé à l'évoquer, son avenir à l'OGC Nice, on n'avait quand même pas trop de doutes. Déjà, il y avait pas d'option d'achat à son prêt, mais on n'avait pas trop de doute que depuis son retour de blessure, ça allait être compliqué pour lui de s'imposer, en tout cas d'imposer aux dirigeants niçois de rentrer en négociation pour s'attacher ses services, même si lui, par voie de presse, en tout cas son agent a cru faire comprendre à certains journalistes que lui se verrait bien rester. C'est pas ce que j'ai vu sur le terrain hier, il a peut-être changé d'avis, effectivement. Mais voilà, extrêmement compliqué. Et même, j'ai envie de te dire, à court terme, est-ce qu'il y a encore un intérêt à revoir Nicolas Pepe sous le maillot de l'OGC Nice? Est-ce qu'on n'aurait pas plus compte fait de faire jouer des jeunes joueurs qui vont peut-être pouvoir être soit inscrits dans le projet la saison prochaine? Bertigno parlait de Badreddine Buonanni, évidemment, sur lequel on va compter dans les années à venir, ou même de joueurs qui sont dans une situation un peu plus incertaine, mais qui peuvent être valorisés sur le marché des transferts. Et dans ce cas-là, peut-être qu'un Bilal Brahimi, lui, a plus de chances de se montrer, de rapporter quelque chose au club qu'un joueur qui nous coûte, on le rappelle, 300 000 euros par mois pour des performances qui, depuis, encore une fois, son retour de blessure, ne sont pas du tout en adéquation avec son statut. Ouais, quelle déception pour un joueur que j'avais un petit peu. Je sais pas si tu te rappelles, dans l'émission Nice-Lorient, j'avais essayé d'être nuancé en disant qu'il revenait de blessure, qu'il avait certaines circonstances atténuantes. Là, par contre, hier soir, pour moi, c'est inacceptable ce qu'il a fait. Son entrée est inacceptable, tout simplement. Dans la tribune, vraiment, tout le monde était mais outré. On a tous crié, on a se demandé mais comment c'est possible, c'est Et, quoi cette entrée quoi. et tu en Garibaldi, t'es chez les C'est gentils. Hein. Enfin, voilà, je ne dirais pas ce qui s'est c'était dit en Populaire Sud, par exemple, mais bon. non, mais c'était hallucinant. Il y a des gens qui me demandaient, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Et moi, je ne sais pas si j'ai déjà vu un footballeur faire une entrée pareille. Honnêtement, outre son action loupée, où ok, tu peux louper, tu fais un face-à-face, au moins tu fais semblant de jouer l'action. Mais il le fait Mais même pas, le son entrée, face-à-face. voilà, C'est ça le pire, quoi. Enfin, son entrée en jeu, les premières courses, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il ne courait même pas. Sur le premier but, quand le coup franc est joué, il trottine à peine, il fait même pas mine de défendre sur le centreur. Il a failli même s'embrouiller avec un joueur de balle pour rien. Je sais même pas ce qu'il a eu. il prend un Mais jaune. voilà, il prend un jeune et en plus il était là, essayer de replacer ses partenaires. Non mais attends, mais on est où quoi? Enfin, je veux dire, tu rentres en jeu. Si tu n'as pas envie de jouer, si tu n'as plus envie de jouer à Nice et si tu n'as pas envie de rentrer sur le terrain, dis-le et ne rentre pas. Quel intérêt de rentrer et faire ça? Vraiment, quel est l'intérêt? Là, je suis et j'ai jamais été autant en colère contre un joueur pour une entrée pareille. Tu peux être mauvais, tu peux louper des choses. Par exemple, Melvin Barr hier, il a loupé une frappe, il a loupé des contrôles, mais au moins il essayait, il y allait. Ce qu'on a vu hier soir, c'est pas acceptable. Je suis désolé sur l'action notamment de quand il va faire son face-à-face. Moi, en plus, naïvement, je croyais qu'il était hors jeu. Je Mm. n'avais pas très bien vu parce qu'on était à moitié un peu debout, assis dans la tribune. En fait, quand j'ai vu qu'il y avait corner après, parce que moi, en fait, il était hors jeu au début de l'action, mais quand j'ai vu qu'il y avait corner, j'ai halluciné. J'ai dit, mais c'est pas possible. Parce qu'en plus, il a beaucoup d'avance, il court même plus vers la fin, il attend le défenseur pour faire un crochet. Et je crois que c'est Gaëtan Laborde qui revient, qui peut la reprendre. Il Oui. lui laisse même pas reprendre le ballon, quoi. Mais attends, mais je veux dire, c'est quand même un joueur qui a du talent, comme tu l'as rappelé très justement. C'est un joueur sur la première partie de saison qui nous a fait beaucoup de bien, en plus qui était investi, qui était notre leader d'attaque, qui était vraiment bon. Mais là, c'est pas possible.
vraiment, ses dernières entrées en jeu étaient pas très bonnes et moi je me disais c'est parce que voilà, il revenait de blessure. Par contre, hier, une telle attitude, pour moi, c'est pas acceptable quand tu es joueur professionnel de faire une telle entrée en jeu. Et tout le monde l'a vu, tout le monde a eu les mêmes remarques. Il y avait des passes à faire, des situations où tu avais des choses basiques à faire, même des tentatives, au moins tenter de le faire. Non, il s'arrêtait, puis passe en arrière, puis en fait, je cours pas, puis je mets pas de pressing, j'attends, je défends pas avec les autres. Mais enfin, c'est pas possible, c'est pas acceptable, notamment dans un quart de finale de Coupe d'Europe, alors que tu tiens un match pour aller en demi-finale. C'est pour moi, c'est que t'as plus envie d'être là. Donc si t'as plus envie d'être là, tu ne joues pas, tout simplement. Donc pour répondre à ta dernière question, voilà, moi déjà que Digard le fasse entrer, Une normalement tu première vois question, voilà, Didier Digard qui si choisit de le faire rentrer voilà, à la place de Terem Moffi, qui encore une fois faisait son match, même si il n'avait pas mis de doublé et de bicyclette comme au match aller, mais on tenait la rencontre. Je pense que c'est le mot qu'on a le plus répété, mais c'est ça. c'est vraiment c'est dans cet esprit-là, et notamment grâce à ce que Terem Moffi pouvait apporter devant. Et tu fais rentrer Nicolas Pepe qui sort en fait qui sort mais que de mauvaises performances, je veux dire, depuis son retour de blessure. Enfin, moi j'en suis à me demander C'est si ça. Nicolas Pepe il a pas une sextape de Didier Digard et qu'il te fait chanter, mais enfin c'est sportivement en tout cas c'est Mais incompréhensible pour moi. pourquoi tu n'essaies même pas de faire entrer Badreddine Buonanni, comme l'a dit Bertigno? Dire Buonanni, il a quand même été bon sur les dernières apparitions. Et pour moi, que tu ne vois pas qu'un joueur est si peu motivé à rentrer, c'est une erreur, quoi. Donc bon, après, il y a d'autres. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer dont on n'est pas au courant. Mais moi, je veux dire, vraiment, d'être autant frustré et d'être dans l'incompréhension totale face à une telle entrée d'un joueur, c'est sans doute la première fois que ça m'arrive. Vraiment, de ne pas comprendre, surtout pour un joueur dont on attend justement des bonnes performances, parce que c'est un joueur qui a du talent, on le sait, mais j'ai du mal en fait à comprendre comment tu peux rentrer et faire ça. Pour moi, j'arrive pas à comprendre, mais bon, c'est très décevant. Bon, l'avenir de Nicolas Pepe à l'OGC Nice, voilà, s'inscrit en court terme. Bon, j'espère qu'on ne le verra pas titulaire dimanche face à Clermont, mais ça ne me surprendrait même pas, malheureusement. Parlons peut-être quelques mots, et c'est ce qui va nous emmener déjà sur la fin de rencontre, et puis plus largement sur l'impact de cette rencontre sur le projet Ineos. Nicolas Pepe, c'est aussi tout simplement, si je dis pas de bêtises, le quatrième joueur prêté en 4 ans sur les côtés à l'OGC Nice. L'OGC Nice qui a du mal à trouver son leader d'attaque sur les côtés. On est passé quand même de Adam Ounas à Ronny Lopez, puis à Justin Kluivert, et maintenant à Nicolas Pepe. C'est peut-être c'est pas le meilleur dans les 4 que j'ai que j'ai cités. Alors peut-être ni le meilleur ni le pire, comme dirait Patrick Vieira. Mais blague à part, c'est aussi peut-être les limites d'une certaine politique sportive de l'OGC Nice, de se dire sur un poste aussi important. On rappelle, ça avait été réclamé par Lucien Favre notamment cet été, et puis par ses prédécesseurs également, de te dire qu'en fait tu es capable de mettre des sommes très impressionnantes et très ambitieuses sur ta doublette d'attaque. Gaëtan Laborde, Terem Moffi, c'est un investissement qui est largement au-dessus de ce que l'OGC Nice a connu jusque-là, et on voit que ça marche en plus, même si on sait que c'est pas parce que tu mets de l'argent que forcément tu as un retour sur investissement, mais là c'est bien. Mais par contre sur les côtés, ça fait 4 ans que tu es incapable de t'inscrire dans la durée avec un joueur, et du coup au-delà du simple cas de Nicolas Pepe, qui n'a peut-être plus la motivation de jouer à l'OGC Nice parce qu'on lui a peut-être signifié en interne qu'il ne resterait pas l'année prochaine, aussi c'est une possibilité. Mais en fait, si tu ne fais pas jouer Nicolas Pepe aujourd'hui, tu n'as aucune solution devant et sur le côté. Là, dans une attaque à 2, tu n'avais personne d'autre à mettre que Bilal Brahimi, et Bilou, on l'aime depuis ses buts d'un autre monde, mais enfin bon, c'est quand même pas le calibre de l'ambition que tu es censé avoir aujourd'hui. Et sur les côtés, tu te retrouves à devoir faire soit jouer Kefren Turam de temps en temps, tu as fait jouer Hicham Boudaoui sur le côté l'année dernière parce que justement tu n'avais pas été capable d'aller sortir un ailier titulaire. Donc voilà, c'est assez mystérieux, et c'est peut-être aussi enfin malheureusement le coup d'éclat, j'ai envie de dire, qu'il fallait pour comprendre que c'est un poste aussi où t'as quand même censé avoir 2 titulaires sur les côtés, et là t'en as aucun. Donc c'est peut-être une des priorités du mercato en plus de toutes les autres. Mais
on va en parler dans quelques instants de ce projet-là. Je voudrais juste qu'on termine sur la rencontre. Juste après le but, sortie de Hicham Boudaoui pour l'entrée de Bilal Brahimi. Alors vraiment, l'idée, c'est pas de casser sur Bilal Brahimi qui, en plus de ça, a plutôt était plutôt remuant et plutôt essayé d'inverser le cours des choses en fin de rencontre et pendant la prolongation. Mais pareil, voilà, faire sortir ton meilleur joueur, certainement, même s'il avait déjà un carton jaune. J'ai envie de dire, s'il se prend un rouge, tant pis. Là, l'idée, c'est de passer. Et on verra pour la demi-finale, surtout qu'il était déjà suspendu avec ce carton jaune, si je dis pas de bêtises. Et puis en prolongation, tu fais rentrer le petit Belayan, qui certes est un des meilleurs niçois, si ce n'est le meilleur, face à Brest en championnat, mais bon, qui n'est pas à même de gérer ce genre de moment et dont l'impact pour revenir au score me semble assez limité. Et voilà, un mec comme, effectivement, on l'a dit, Badreddine Bouanani, qui reste sur le banc et qui rentre même pas dans une rencontre de 120 minutes où tu as besoin de tuer le match, puis après de revenir au score. Une énigme absolue sur le coaching pour moi, en tout cas, pour vous aussi, messieurs, d'après ce que j'ai compris sur le début de cette émission. Et voilà, avant de parler de la suite et de conclure sur cette émission, je vous propose peut-être de terminer. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé sur ce match, vraiment sur le terrain, cette fois, pour compléter notre analyse de ce fiasco? Moi, j'ai peut-être un sujet à aborder. Bon, au-delà de notre prestation catastrophique, c'est vrai qu'au niveau de l'arbitrage, alors j'ai pas revu toutes les images, mais c'est vrai que sur l'arbitrage, il y a certaines choses qui ont interrogé, que ce soit de certaines fautes au milieu de terrain, de certains cartons jaunes peut-être abusifs, ou de ce penalty oublié sur Terem Moffi, qui est quand même à 1-0 pour nous, aurait pu tuer un peu ce match. On va pas se cacher derrière ça parce qu'on a été ignoble et qu'on mérite de toute façon notre défaite. Mais c'est vrai que c'est un fait de jeu qui aurait pu changer quelque chose et je pense que ça a été aussi un point déterminant dans cette rencontre. Pour toi, est-ce qu'il y a penalty? C'est Andy Pelmar, hein, c'est ça qui est au duel, si je dis pas de bêtises, sur Terem Moffi. C'est ça, mais pour moi c'est penalty ou dans le sens où Pelmar en fait essaye de prendre le ballon, il marche sur le ballon et ne maîtrise pas son geste, donc il vient envoyer une semelle sur le mollet ou la cheville de Moffi. On a vu en Ligue 1 ces derniers mois ou cette saison des cartons rouges pour moins que ça sur différentes actions. Je me rappelle d'un match de Clermont comme ça ou peut-être même d'un match de Reims. Donc pour moi, c'est penalty assez indiscutable puisque le geste n'est pas maîtrisé et peut mettre en danger l'intégrité physique du joueur. Donc voilà, au stade, j'étais pas devant, donc sur le moment, j'ai pas réagi, mais quand j'ai vu les images à froid, c'est vrai que c'était assez clair et que j'ai pas compris cette décision-là. Jérémy, on sait que la VAR a checké ça directement et a confirmé la décision de l'arbitre. Je pense que ce qui a été retenu, c'est qu'effectivement, quand Di Pelmar joue le ballon d'abord et que malheureusement son pied roule sur le ballon jusqu'à la cheville de Terem Moffi. Alors, voilà, comme le dit Bertigno, hein, dans la règle, on a bien que le défenseur doit maîtriser son geste. Ce qui a été retenu, c'est qu'il a joué le ballon en premier. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette action qui, effectivement, alors on va pas refaire l'histoire, hein, et le penalty n'aurait peut-être pas été marqué, mais qui est véritablement un tournant de la rencontre malgré tout. Ouais, tout pareil que Bertigno. En fait, j'avais pas en live au stade, j'ai pas vraiment vu une faute. Après, quand j'ai revu les images, par contre, pour moi, il y a penalty tout simplement. Mais je me demande si c'est les dernières semaines, les règles du foot n'ont pas changé parce que je ne comprends plus rien à l'arbitrage ces derniers temps. Hier soir, c'était catastrophique. Je me suis dit si l'arbitre n'avait pas été formé en Ligue 1, mais non. Mais c'était horrible. L'arbitrage, encore une fois, hier, c'était catastrophique. Mais non, ouais, pour moi, il y a faute parce que, justement, comme Bertini le dit, en fait, il prend le ballon avant, mais en fait, c'est pas qu'il prend le ballon, il glisse sur le ballon. Donc après, du coup, il fait faute sur la cheville de Moffi. Donc, bah, du coup, il y a une erreur de sa part et il y a faute. Donc, en fait, oui, il y avait penalty. Je suis content de m'en être aperçu aujourd'hui, pas hier soir, sinon ça aurait été encore pire. Mais non, ouais, il y a penalty tout simplement sur cette action pour moi, ouais. Bon, on va pas se cacher derrière ça et derrière l'arbitrage, comme vous le dites, mais bon, quand tu as déjà la tête au fond du seau, t'as pas besoin de quelqu'un qui appuie dessus non plus pour te noyer, hein. On aurait pu s'en passer. Jérémy, voilà, hein, Bertino a parlé du penalty. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur cette rencontre? Oui,
Est-ce qu'on pourrait essayer de remettre Marcin Bulka dans les buts, s'il vous plaît? Alors Voilà. justement, ça fait peut-être partie, on a eu cette discussion avec Bertino ce matin sur Twitter, de la suite de la saison. Alors, je te laisse peut-être dire 2 mots, pardon de t'avoir coupé, hein, sur, je pense en creux, tu voulais dire la performance de Kasper Schmeichel hier soir. Ouais, non, mais enfin, je veux dire, en fait, au stage, je m'en suis pas rendu compte aussi, mais sur le premier but, ok, elle arrive vite, mais il prend trop tard ses appuis. En fait, il est pas loin de l'arrêter, hein, mais il prend trop tard ses appuis. Et sur le deuxième but, je comprends pas ce qu'il fait en fait. Bon, déjà, la défense, et c'est une catastrophe sur cette action, mais se prendre un but sur une tête pareille, il n'y a pas d'anticipation. Et encore une fois, hein, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois, mais J'allais il dire, c'est saute pas quand, tous les matchs voilà, depuis un mois. il saute quand le ballon l'a déjà lobé. Enfin, j'ai énormément de mal à comprendre. Et il fait pas au moins un ou deux arrêts comme ça par match qui sont importants. Là, hier, ok, je crois qu'il en a peut-être fait un quand il y avait déjà un partout sur la frappe d'Endoy. Mais bon, il est au premier poteau, il la sort et voilà. C'est tout, mais je veux dire, il a quasiment rien à faire du match et sur ces deux buts, il y avait encore mieux à faire. Donc bon, moi je l'aime bien, Kasper Schmeichel. Je veux pas le critiquer pour le critiquer, mais là ça fait quelques matchs qui est absolument pas décisif et les buts qu'on prend, il peut largement faire mieux. Donc j'aimerais quand même bien revoir, comme vous l'avez dit ce matin, j'ai vu la conversation et je suis d'accord, de faire jouer un peu des joueurs qui j'espère seront encore là l'année prochaine, comme Buonanni, Belayan et Marcin Bulka, tout simplement. Je vois pas pourquoi il pourrait pas avoir sa chance, parce que pour moi, Schmeichel n'est plus du tout un titulaire indiscutable. Parlons-en de ces derniers matchs, hein, qui nous attendent jusqu'à début juin et cette 38e journée. Et puis, de toute façon, ça va nous emmener progressivement vers les choix que Florent Ghisolfi doit mener pour le mercato et pour dessiner l'effectif 2023-2024. On le disait, hein, effectivement, là maintenant qu'il n'y a plus aucun enjeu, ni en Coupe d'Europe, ni en championnat, c'est peut-être le moment de faire davantage confiance à des joueurs, soit que tu comptes garder l'année prochaine, soit que tu vas peut-être valoriser sur le marché des transferts, hein, et à ce compte-là, voilà, hein, faire jouer un Melvin Barr plutôt qu'un Joe Bryan, même si on l'a déjà vu très peu, peut-être Ayoub Amraoui, le voir titulaire sur certains matchs aussi, puisqu'il est amené à rester au club probablement l'année prochaine, hein. Pareil pour Ramsey, voir s'il est capable d'enchaîner les matchs. Bon, je vais pas faire tous les joueurs de l'effectif comme ça, mais voilà, déjà, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie que l'OGC Nice va suivre? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est ce qu'on dit à peu près à chaque saison où il n'y a plus d'enjeu à la fin et qu'on l'a jamais vraiment vu, malheureusement. Et pour vous, quels sont les joueurs peut-être les plus menacés de disparition, en tout cas de réduction de temps de jeu? Donc naturellement, on pense à Nicolas Pepe qui n'a plus franchement de raison de réapparaître sous le maillot de l'OGC Nice, à la faveur notamment d'un Badreddine Bouanani. On parlait de Kasper Schmeichel et ça va m'emmener en creux à une question sur l'avenir de Kasper Schmeichel. On en a un peu parlé après l'émission face à Brest, mais en fait aujourd'hui, même chose un peu que Pablo Rosario. Quel est vraiment l'apport de Kasper Schmeichel dans ce projet, maintenant qu'on l'a vu à peu près toute une saison? Est-ce que le maintenir coûte que coûte jusqu'à la fin de la saison, c'est pas aussi définitivement consommer le divorce avec Marcin Bulka, qui a déjà très très mal digéré l'arrivée du gardien danois et sa perte de place de numéro 1 que Julien Fournier lui avait promise? Voilà, comment est-ce que vous géreriez le cas du gardien, peut-être plus en particulier, parce que c'est peut-être le plus compliqué, et puis globalement sur l'effectif, les joueurs que vous aimeriez ne plus voir et voir davantage? C'est très compliqué cette question du gardien, à savoir est-ce qu'on fait de Boulka un titulaire l'année prochaine? Parce que si on lui annonce clairement qu'il sera pas titulaire, je pense que Marcin partira de l'OGC Nice. Pareil pour Schmeichel, lui qui dit qu'il a été bien ici, mais que par exemple la première ligue lui manquait. Est-ce qu'il est à 100% intégré dans le projet? Est-ce qu'à 35 ans, il n'a pas envie d'un dernier challenge ailleurs? Voilà, cette implication dans le projet, c'est quelque chose de très important, je pense, pour nous et pour ce que représente le club. Donc, si Kasper Schmeichel part parce qu'il n'est pas impliqué dans ce projet-là, je le comprendrai, je ne le regretterai pas spécialement. J'ai rien spécialement contre lui, Mais rien mais pour voilà, non plus. voilà, une saison correcte, mais sans plus.
Et puis voilà, derrière, est-ce que tu fais confiance à Boulka? Dans ce cas-là, moi, j'aimerais bien voir Boulka sur les derniers matchs de la saison, ça aurait du sens. Et puis, globalement, au niveau de l'effectif, comme tu l'as dit, Nicolas Pepe, si on peut mettre en valeur Buonanni, peut-être Brahimi pour une possible vente, ça aurait du sens parce que voilà, maintenant, faut penser à la saison prochaine avant tout. Faut pas capitaliser sur les derniers matchs qui nous restent et puis, qu'on prépare ça doucement avec les joueurs qui sont concernés, qui ont envie de s'intégrer dans le projet et voilà, on gagnera un petit peu de temps et c'est nécessaire, je pense et j'espère que le club le fera. En tout cas, ce serait donner un intérêt pour nous, supporters et spectateurs, à cette fin de saison. Parce que bon, si c'est pour revoir les mêmes matchs que ces dernières semaines avec les mêmes joueurs et fatalement les mêmes résultats, je pense que les tribunes de l'Alliance Riviera vont se dégarnir. Déjà, bon courage pour les remplir jusqu'à la fin de la saison. Jérémy, notamment sur le poste de gardien, après tu nous feras part de toi, si tu étais aux commandes, quel turnover sportif tu pousserais. On est d'accord que de toute façon la situation actuelle, c'est-à-dire avec à la fois Kasper Schmeichel et Marcin Bulka dans l'effectif, c'est invraisemblable, ou en tout cas ça semble compliqué de repartir avec les deux mêmes gardiens l'année prochaine, que ce soit Kasper Schmeichel qui s'en aille s'il a envie de voir autre chose ou si on a envie de donner une nouvelle ambition à l'OGC Nice à ce poste-là, ou Marcin Bulka qui peut-être n'ayant pas les garanties de temps de jeu qu'on lui avait promises, ou en tout cas qu'il espérait, va peut-être aller voir ailleurs si on les lui propose. En tout cas, je serais surpris de démarrer la saison prochaine avec les deux mêmes gardiens. Oui, et en plus, ça va dépendre un peu des volontés des joueurs aussi, s'ils ont envie de rester ou pas justement à Nice. On va voir si Schmeichel veut rester, mais c'est sûr que pour moi, on peut pas rester dans la situation Schmeichel-Boulka. Et Boulka, je pense que c'est un gardien qui justement est encore jeune, mais qui peut déjà postuler à une place de numéro 1. Donc il va vouloir, je pense, avoir du temps de jeu. J'ai pas trop envie de le perdre, honnêtement. Donc ça m'embêterait. Après, ça va dépendre aussi de ce qu'on veut pour certains joueurs et si certains joueurs vont vouloir rester. Je pense par exemple à Alexis Beka, Mattia Vitti. S'ils reviennent de blessure, par exemple, ces deux joueurs-là, pourquoi pas essayer de faire jouer un peu Mattia Vitti et Alexis Beka pour justement qu'ils aient plus de temps de jeu qu'ils en ont eu cette saison. Ils en ont pas eu énormément, donc ça leur ferait du bien. Et après, tout simplement, aux jeunes de notre réserve qui ont pu faire des apparitions en pro. Donc bon, il y a Buonanni qui pour moi maintenant est un joueur professionnel de notre groupe, mais le voir enchaîner les matchs, il reste quoi 7 matchs, ça lui ferait du bien. Et pareil, hein, Belayan, Amraoui, Mendy. Ces quatre-là, je pense qu'ils ont montré Daouda Traoré aussi choses éventuellement intéressantes. qu'on a vu en Et stage. Naounou. Et Naounou aussi, pourquoi pas, ces jeunes-là, autant leur donner du temps de jeu, qu'on gagne du temps pour l'année prochaine, qu'on gagne du temps dans leur formation. Après, voilà, ça va dépendre aussi de ce qu'on va faire avec certains joueurs, de leur avenir, hein. Je pense aussi à Kefren Turam, à Jean-Claire Todibo, on verra cet été. Mais ça va être des cas à gérer cas par cas, justement. Donc on va voir ce qui va être fait, mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit turnover, ouais, sur certains jeunes joueurs, ou des joueurs que l'on sait qui vont rester l'année prochaine, pour commencer à créer des automatismes intéressants, par exemple entre les milieux de terrain, normalement qui vont rester. Je pense à Ram Ramsey, Hicham Boudaoui, et un peu notre attaque, il y a Mofi et Buonanni, justement, des joueurs qui vont être amenés justement à combiner l'année prochaine, à jouer ensemble. Donc il faut essayer de trouver un équilibre, et une des missions de Didier Digard, c'était justement préparer la saison prochaine, et ben on va avoir le temps de la préparer maintenant. Espérons-le, en tout cas c'est bien la seule chose qui nous donnerait envie de nous recoller dimanche au stade et puis devant la télé pour les matchs restants. En tout cas, bon, on va pas se mentir, hein, on fait un peu les mecs là en disant que on va boycotter, qu'on n'a pas envie de s'imposer ça, mais bon, dimanche on sera au stade et le reste du temps on ne manquera pas les matchs de notre club, hein, quitte à souffrir comme on le fait maintenant depuis plusieurs années. Je vous invite, chers auditeurs et chères auditrices, peut-être à compter sur allez, partons sur les 5 dernières années, on va dire depuis l'été 2017 et la 3e place. Le nombre de mois où vous avez été heureux d'être supporter de l'OGC Nice, vous allez voir, le résultat va vous surprendre, parce que si vous accumulez du coup le vrai faux départ de Jean-Pierre River et de Julien Fournier avec la présidence de Gauthier Gannet, la 2e et la 3e saison catastrophique de Patrick Vieira, les matchs à huis clos, Christophe Galtier, la finale de la Coupe de France
France perdues, les incidents, tout ça. Sur 5 ans, si vous arrivez à 2 ans, vous avez été heureux ou heureuse, bah, je vous félicite. Mais bon, voilà, faites ça avec un verre d'alcool à côté ou un remontant en tout cas, parce que vous allez en avoir besoin. Mais ça vous aidera peut-être à relativiser qu'au final, cette défaite face à Bâle, ce n'est que malheureusement la suite logique et la succession d'une très très longue série de déceptions avec l'OGC Nice. Mais c'est pas grave, il y aura des jours meilleurs de toute façon. On espère très vite et dès dimanche face à Clermont, en voyant notamment, pourquoi pas notre classe Biberon et des jeunes joueurs qui feront les beaux jours de l'OGC Nice dans les prochaines saisons. En tout cas, c'est un peu à ça qu'on va se raccrocher avant de faire notre bilan début juin et puis de se lancer dans la folle aventure du mercato comme tous les ans. Bertigno, Jérémy, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Mine de rien, on a tenu 1 heure et j'espère qu'on a assuré notre rôle d'émission thérapie et qu'on vous a aidé, non pas à aller mieux, parce que ça, malheureusement, seul le temps le permettra, mais en tout cas, à savoir pourquoi vous êtes supporter de l'OGC Nice et vous souvenir que c'est notre unique mission et ce n'est pas tout à fait pour rien. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Et Issa Nissa. Issa Nissa.